syndicats de bassins versants, des structures d'enseignement agricole, toute une myriade d'acteurs qui travaillent de près ou de loin avec le sujet de la haie. Et donc l'objectif de Réseau Haie Normandie, c'est, tout d'abord de diffuser de l'information, mais aussi des conseils techniques auprès de ces personnes-là, auprès d'agriculteurs, de faire des sensibilisations, mais aussi de mettre en réseau, l'ensemble de tout ce petit monde. Et enfin, on a aussi un volet, projet et recherche, au sein de l'association. Alors, sans plus de transition, ce webinaire, il va être construit en 4 grandes parties qui reprennent globalement le premier chapitre de mon mémoire de stage. Donc, ce mémoire, il est construit autour de la question de la haie et du bocage, hein. Quand, je suis arrivée en Normandie, c'est un paysage, qui est très, qui marque l'identité de ce territoire et je me suis posé la question tout de suite en arrivant de, bah, voilà, le bocage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par cette définition de bocage, hein? Qu'est-ce que c'est que le bocage? Qu'est-ce que c'est que la haie? Comment elle a été prise en compte progressivement au cours de l'histoire. Comment aujourd'hui on en arrive, à toujours avoir un déclin de ces haies-là, sur le territoire, malgré toutes les fonctionnalités et les services écosystémiques que la haie peut nous rendre. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu cette première grosse partie très, état de l'art finalement de mon mémoire de stage. Alors, la haie, elle existe depuis fort longtemps. Et les premières traces écrites que l'on a de cette structure végétale, c'est l'Antiquité. Et notamment ici, vous avez une représentation donc iconographique, de la guerre des Gaules, donc qui ne date pas de l'Antiquité, hein, évidemment, mais qui illustre, ces campagnes militaires que Jules César décrit dans son livre en 58 avant Jésus-Christ. Et donc, pendant ces conquêtes militaires, il traverse l'ensemble de l'actuelle Europe, et rencontre, plus ou moins, de peuples importants, qui, parmi eux, les Nerviens, sont entrés en guerre avec, Jules César et qui vont donner du fil à retordre à ce dernier, notamment du fait des haies défensives qu'ils avaient mis en place, pour se défendre. Et donc, Jules César nous dit, dans son livre, hein, vous en avez un extrait, que ces personnes-là taillaient et courbaient de jeunes arbres qui poussaient en largeur, avec notamment des ronces et des buissons épineux qui se croisaient dans les intervalles. Il dit même si bien que ces haies, semblables à des murs, leur offraient une protection que même le regard ne pouvait violer. Donc, une première utilisation de la haie à cette époque comme haie défensive, comme structure végétale permettant de protéger un espace. Je vous invite à faire un saut dans le temps, assez important, direction le Moyen Âge, où là encore donc la haie persiste, hein, entre l'Antiquité et le Moyen Âge, mais on va avoir un usage un tout petit peu différent. À cette époque, on a 2 processus, qui se mettent en place. D'abord un morcellement des terres, sous l'effet du système féodal. Donc, on a tout en haut de la pyramide sociale les seigneurs qui vont posséder les terres. En dessous, des seigneurs, nous avons les vassaux, qui vont prêter serment de fidélité et de protection, aux seigneurs contre, la possession de terres, qu'on appelle à l'époque des fiefs. Et ces fiefs, ils sont travaillés par les serfs, donc les tout derniers dans la pyramide sociale, qui vont travailler ces terres-là en échange de la protection du vassal. Et ça représente 90 de la population. Et chaque petit fief, en fait, divise et morcelle les terres, au Moyen Âge. Dans un autre temps, on a un processus d'embocagement qui se met en place, depuis le Moyen Âge et jusque dans les années 30, où on va avoir, des haies qui vont être mis en place tout autour des parcelles, pour d'abord faire barrière, mais aussi délimiter, chacun des territoires. D'une part, c'est surtout pour protéger ce qui est à l'intérieur, donc les cultures qui sont contenues à l'intérieur des haies. On fait un petit focus, sur, ce travail, iconographique qui a été, réalisé par le duc de Berry, qui est un calendrier et donc là, on a la représentation de juillet. On voit bien, sur cette image, donc les haies, ici de Tétart, j'en parlerai juste après, qui encerclent la culture, qui semble être du blé. Donc d'abord, qui permet une délimitation foncière pour éviter les disputes entre les différents fiefs. On a également, comme je vous l'ai dit, une protection, la protection contre les incursions animales, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Ici, là, on a des moutons. On voit bien que ce ne sont pas les moutons qui sont enclos dans la parcelle, mais bien la parcelle qui est protégée par les haies.
Et puis, comme je vous l'ai dit, ici, on a une formation végétale un petit peu particulière qui s'appelle le tétard. Vous en avez une image juste à côté du pays d'Auge. Donc, le tétard, c'est cet arbre qu'on va couper sur son extrémité au niveau du sommet. Donc, on fait une coupe sommitale et on enlève les branches, l'intégralité des branches du dessus, ce qui va former une espèce d'excroissance, la tête du tétard. Et cette formation végétale un peu spécifique, elle est très utilisée à l'époque pour produire des ressources, et notamment des perches et des fagots qui vont permettre, de faire du feu, notamment pour tout ce qui est consommation alimentaire. Alors, au Moyen Âge, on ne parle pas de bocage. La définition, le mot de bocage n'apparaît pas à ce moment-là, malgré qu'on ait les premières formes, entre guillemets, «modernes» de ce bocage. Le bocage n'a pas de définition consensuelle encore aujourd'hui. Mais ce qu'on sait et ce qu'on peut partager, en tout cas tous ensemble, c'est que le bocage, c'est d'abord un construit qui est social et paysager. C'est bien une société qui a construit ces formes de paysage. La haie, elle ne pousse pas d'elle-même de façon linéaire. Et puis, le bocage, c'est surtout les haies, mais aussi une interaction avec plusieurs autres composants, les prairies, les forêts, les bois ou les bosquets, parfois des talus, on le verra, pas toujours, et puis des mares. Ce qui a, ce qui a, permis à Arthur Young au XVIIIe siècle de créer une première définition de ce bocage, qu'il définit comme un paysage d'origine anthropique. Là, on a bien l'idée de construit social, formé de parcelles en prairie ou en culture, les différentes composantes, qui sont de formes irrégulières, de dimensions inégales et puis entourées de haies vivantes. Alors, je vous ai dit, bocage, il y en a plusieurs définitions, notamment parce qu'il y a plusieurs formes de bocage. Donc on ne peut pas spécifiquement dire le bocage, on devrait plutôt parler des bocages au pluriel, puisque chaque spécificité locale influence donc l'organisation et les formes de bocage. Ici, vous avez deux représentations, deux photos. D'une part, au centre-Manche, donc au niveau du Cotentin, on va avoir des haies moyennes à basses, qui sont plutôt des haies pluristrates, c'est-à-dire avec plusieurs hauteurs, et bien sûr sur des talus. De l'autre côté, on va avoir le pays de Caux, donc plutôt l'ex-Haute-Normandie, autour de Rouen, où là, le bocage est tout à fait différent. On a d'une part des haies basses taillées, donc ce qu'on appelle les haies au carré, hein, d'1 mètre sur 1 mètre à peu près, couplées avec des alignements d'arbres de haut jet, donc des grands arbres. Et ici, on a surtout pas de talus, hein, le paysage est très plat, très linéaire. Donc voilà, on n'a pas une seule forme de bocage, on en a plusieurs, d'où l'idée de parler de bocage au pluriel. Et la haie dans tout ça? Alors, la haie, c'est une autre histoire, toujours compliqué de définir la haie. Il y a beaucoup et de très nombreuses définitions qui dépendent à la fois du contexte et des objectifs de chacun des acteurs du territoire. Ça, je l'ai bien vu lors des entretiens que j'ai faits avec toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce stage. Par exemple, on va avoir la direction départementale des territoires et de la mer qui va avoir une vision de la haie plutôt agricole. On va avoir le référentiel SIG, donc Système d'information géographique bas normand, qui lui va avoir plutôt une vision crâne vert et bleu. Un autre exemple, par exemple, avec l'inventaire forestier national, qui lui va avoir une définition de la haie avec une vision plutôt forestière. Et je vous ai mis un petit exemple, vous pouvez faire l'exercice entre vous. À partir de quelle de distance de trouée une haie n'en est plus une? Vous avez le petit schéma, on a un morceau de haie, un trou, un autre morceau de haie. À partir de combien? Ça, ce n'est plus une seule et même haie, mais bien deux entités. Bien là encore, on a des définitions qui sont différentes. Et je suis certaine que si je posais la question et que vous me répondiez, on aurait énormément de, de chiffres différents. Par exemple, pour l'inventaire forestier national, une trouée n'en est plus une à partir du moment où il y a 10 mètres de distance entre les deux formations végétales. Pour la direction départementale des territoires et de la mer, c'est 5 mètres. Donc voilà, là encore, on a différents critères qui font que la définition de la haie, elle est multiple et complexe. Néanmoins, Fanny Le Guillou, dans sa thèse en 2020, a fait une synthèse de l'ensemble de ces définitions pour essayer de proposer quelque chose de complet. Donc là, la définition est très longue, hein, mais on voit bien que ça dépend donc des éléments qui sont considérés comme étant une haie ou un alignement d'arbres.
Ça dépend aussi de la taille, à la fois la largeur, mais aussi la longueur et la hauteur de la haie. Sa localisation, est-ce qu'elle est sur un talus? Est-ce qu'elle est sur un bord de cours d'eau, ce qu'on appelle une ripisylve? Voilà, tout ça font que, on n'a pas une seule et unique définition de la haie, donc c'est complexe de travailler avec cette, formation végétale-là. On a une définition juridique qui est apparue, via le code de l'environnement, donc là, c'est la création de la loi au 24 mars de cette année, qui me dit que, sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, donc bien cette idée que c'est linéaire, qui est autre qu'une culture, avec voilà des éléments, à prendre en compte, des arbres, des arbustes, parfois d'autres ligneux, et puis avec une largeur maximale de 20 mètres. Vous voyez que cette définition, elle est, très simple et parmi tout ça, on peut avoir d'autres, éléments, d'autres critères qui viennent s'y ajouter. Alors, on a vu au Moyen Âge, c'est l'émergence des dans leur forme moderne. Elles ont une barrière de protection, mais aussi de délimitation des propriétés. La seconde étape clé de l'histoire de la haie, c'est au milieu du XXe siècle, où on est en contexte d'après-guerre. Heu, 45 à peu près, apparaissent les premières transformations agricoles qui sont très rapides et qui se font à très grande échelle. D'une part, pour avoir une autonomie alimentaire, française, nationale, mais aussi parce qu'il y a un développement économique à avoir, qui est fort et ensuite par l'amélioration de la qualité de vie qui intervient après-guerre également. Et tout ça, ça s'accompagne, de la mécanisation, de l'apparition des amendements et des traitements chimiques qui font que la haie, elle est, abandonnée et parfois supprimée. C'est ce qu'on a appelé les grands remembrements. Ces remembrements-là, ces arrachages massifs, ils se font entre la période de 1945 et 1970. Hem, Ils sont initiés par l'État, qui est accompagné, de différentes instances, notamment le Crédit agricole, les chambres de géomètres, les chambres d'agriculture aussi, qui aident les agriculteurs à se moderniser et donc à supprimer et à abandonner leurs haies. À l'époque et comme le dit Thibaut Preux, dans sa thèse également en 2019, la haie est vécue comme un sous-produit agricole. Elle n'est pas rentable, c'est un obstacle et donc on l'arrache. C'est à partir des années 70 qu'apparaissent les premières prises de conscience. La prise de conscience, elle est collective, mais aussi très progressive. Heu, on prend de plus en plus en compte le rôle patrimonial, le rôle écologique, le rôle culturel également de la haie et tout ça, ça aboutit en 1976 à la création de la loi relative à la protection de la nature, qui, dit que tous les espaces naturels, paysagers et les espèces, sont considérés d'intérêt général et donc par conséquent, il y a une obligation d'étude d'impact pour les grands projets. On va aller regarder quels sont les impacts du remembrement, hein, puisque le remembrement est compris dans cette définition des grands projets et en fonction de l'impact que ça a, il y a des propositions qui sont obligatoires, d'évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts-là, ce qu'on appelle les mesures ERC. Et puis par voie de conséquence, en 1980, c'est la création de l'Institut, pour le développement forestier avec sa branche de recherche, qu'on appelle le Centre national de la propriété foncière, le CNPF, qui travaille sur la question des flux notamment et de comment fonctionne, la mise en réseau des haies. Tout ça, voilà, ça aboutit à une augmentation de la demande sociale en outils de préservation, hem et on va le voir, voilà, il y a une imbrication des échelles d'action, un millefeuille réglementaire et un millefeuille, de dispositifs en faveur de la haie qui se mettent en place. Alors, ces dispositifs, ils sont à plusieurs échelles. D'abord, si on a les programmes nationaux, là je parle uniquement pour tout ce qui est plantation de haies. Au national, on a eu, Plantons des haies qui s'est transformé aujourd'hui, on a le pacte en faveur de la haie, hein, depuis septembre 2023. Au niveau régional, on a également des grands programmes qui se développent, hein, Brest Bocage par exemple, mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont, aussi, au niveau des Pays de la Loire, vous avez le Liger Bocage. Au niveau des programmes locaux, on va avoir, des programmes de plantation qui vont être soutenus par, les agences de l'eau, par les syndicats de bassins versants. Ici, je vous ai mis l'exemple du syndicat du bassin de la Dive, qui est très actif sur notre région et qui accompagne, les gestionnaires à la plantation. On va avoir aussi des programmes micro-locaux
avec, des aides directes qui sont proposées par des communes, par des communautés de communes, en association avec des organismes publics. Et donc là, je vous ai mis l'exemple du Pays de Falaise qui a porté, l'action eau et citoyenne en collaboration avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement des collines normandes, le CPIE. Et tous ces voilà, ces programmes d'action à différentes échelles, permettent chaque année de planter 3 000 kilomètres par an sur le territoire français. Ça, c'est des données assez récentes qui nous viennent du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Alors, on a une multiplication des dispositifs, permettant la plantation, mais aussi on a une multiplication des réglementations liées à la haie. Je vais pas tout passer en revue parce que vous voyez, il y a énormément de textes de loi qui encadrent, à la fois la plantation, mais aussi la préservation, l'arrachage des haies et cetera. Mais si on fait un petit tour, on va d'abord avoir le code de l'urbanisme, heu, où là, on a des prescriptions qui peuvent être prises via les PLU, le plan local d'urbanisme, PLUi si vous êtes dans une intercommunalité. Des prescriptions vis-à-vis des plantations, mais aussi de la préservation et des arrachages, via le classement des haies, par exemple en espaces boisés classés. On va avoir également le code de l'environnement, qui lui va pouvoir avoir un effet, parfois direct, parfois indirect. Si on prend par exemple les arrêtés de protection du biotope ou Natura 2000, là ça va être les habitats, liés aux haies et les espèces, qui sont, intégrées à l'intérieur, hein, espèces végétales ou animales qui vont pouvoir être protégées. On a également la loi sur l'eau, hein, sur la question des ripisylves, comme je l'ai dit, donc les formations végétales de type haie qui sont en bord de cours d'eau, qui sont réglementées par le code de l'environnement. Au niveau du code rural et de la pêche maritime, là, ça va toucher plutôt tout ce qui est politique agricole commune et paiement vert, mais aussi toutes les protections préfectorales, qui peuvent être prises via la loi paysage. Un peu plus, étonnant, mais parce que, indirectement concerné par la haie, le code de la santé publique, et le captage en eau potable. Là, certains abords de captage sont réglementés et s'il y a présence de haies, elles peuvent être, réglementées, notamment pour leur arrachage, puisque les haies, on le verra juste après, rendent un service de filtration, notamment de l'eau. Et puis enfin, on a le code du patrimoine qui lui rég qui sont à proximité des sites classés ou sites inscrits, qui peuvent être votés pour une question de esthétique, d'harmonie en fait, vis-à-vis du patrimoine. Donc voilà, une multiplication des réglementations autour de la haie. Malgré tout, ce que j'ai pu constater, lors de ce stage, c'est qu'on a une disparition des haies et c'est un processus qui s'accélère. Entre 2006 et 2014, 10 400 kilomètres de haies qui disparaissaient chaque année. Entre 2017 et 2021, c'est 23 500 kilomètres. Donc depuis 2014, on a plus que doublé, ce phénomène de disparition des haies. Et ça voudrait dire, si je reprends les chiffres là de plantation, hein, qu'on avait tout à l'heure, on plante 3 000 kilomètres pour 23 500 kilomètres qui disparaissent. Ça voudrait dire multiplier par 8 nos efforts de plantation pour pouvoir compenser cette disparition de haies-là. Alors vous allez me dire: «Eh ben, pourquoi la haie disparaît du coup?» Pendant ce stage, j'ai pu faire plusieurs entretiens, ça je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans le second webinaire, mais avec plusieurs catégories d'acteurs. D'une part, le monde agricole, donc je suis allée voir plusieurs agriculteurs, aussi plusieurs techniciens bocage et des directions, départementales, des DRAF et cetera, donc des services de l'État. Et je leur ai posé la question parmi mes entretiens de: «Pourquoi, à votre avis, les haies continuent de disparaître?» Parce que je me posais vraiment réellement cette question. Vu tous les dispositifs qu'on met en place, c'est bizarre qu'ils disparaissent toujours autant de haies. La première cause qui est sortie de ces entretiens et notamment vis-à-vis du monde agricole, c'est le remembrement et la mécanisation, comme on l'a vu avec les arrachages massifs entre 45 et 70. Alors l'apogée de ce processus de remembrement, il est entre les années 67 et 70, hein, c'est une période très, très courte. Mais ce procédé, il a été hétérogène sur le territoire. Et là, c'est la carte que vous avez juste à côté, où on voit avec les coloris, hein, plus c'est blanc, enfin plus c'est gris clair, plus le remembrement a eu lieu tôt, et plus c'est foncé, plus on tire vers le noir, plus c'est tardif. Avec en blanc les communes qui n'ont jamais été remembrées. Et on voit en fait qu'il y a, ça a d'abord commencé par l'ouest du territoire pour se diffuser pardon, peu à peu vers l'est. Alors ça n'a pas nécessairement conduit à une suppression drastique des haies. Il y a eu des remembrements.
où certaines haies ont été conservées. Néanmoins, il y a des communes où c'est un véritable, comment dire, ça a eu un impact identitaire très important parce que beaucoup de haies ont aussi été arrachées parfois. Mais ça reste pas nécessaire, enfin, c'est pas nécessairement en fait un arrachage drastique. Ce remembrement, d'ailleurs, il a toujours lieu actuellement, hein. Il y a des remembrements qui sont toujours en cours. Néanmoins, ils sont très fortement ralentis depuis les années 2000. Or, si on reprend les chiffres de tout à l'heure, depuis 2014, on a plus que doublé la disparition des haies. Donc finalement, cette première cause qu'on invoque toujours, c'est pas celle qui est la cause principale de la disparition actuelle, en tout cas, des haies. Alors quelle autre cause ça pourrait être? La seconde option, et là je vous renvoie au livre de Léo Magnin, qui est sorti en 2024, hein, La vie sociale des haies. Si ça vous intéresse, c'est bien plus détaillé que ce que je vais vous expliquer là. Ça a été, et ça peut paraître paradoxal, la protection des haies. La mise en protection des haies fait peur et conduit parfois à des arrachages qu'on dit préventifs. Au niveau de la politique agricole commune, donc la PAC, en 2015, il y a eu une modification des règles et les haies sont devenues des surfaces non agricoles, des SNA, et n'étaient plus soumis à des aides directes. Ce qui a conduit à des arrachages préventifs. Les agriculteurs se sont dit: «Mince, si je n'ai plus d'aide directe sur ces surfaces agricoles, le mieux que je puisse faire, c'est les enlever pour pouvoir remettre en culture cette surface-là». Attention Louisa, ton micro a été désactivé, je te laisse le réactiver s'il te plaît. Ah, merci Marine. Donc je sais plus exactement où j'en étais, mais donc les haies au niveau de la PAC étaient comprises comme surface non agricole, et donc il y a une mise en protection qui a été faite et un maintien de ces haies-là comme surface admissible. Mais ça supposait d'avoir une cartographie qui soit suffisamment précise. Or, en 2015, la numérisation de ces haies-là était imparfaite et lacunaire, ce qui a fait que certaines haies ont pu sauter dans cet intervalle. Et puis, il y a aussi un flou administratif sur la définition de la haie et sa numérisation qui peut rendre le travail plus complexe. Là, je vous ai mis à côté une capture d'écran d'une orthophotographie. Il faut savoir que dans la politique agricole, la haie n'a pas le même statut que l'alignement d'arbres. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est une strate, donc une formation végétale qui permet de faire le lien entre le sol et les arbres de haut jet, les grands arbres. Ici, si on regarde l'orthophotographie, c'est très difficile de déterminer si c'est une haie ou si c'est un alignement d'arbres. Et ça a créé aussi le fait que la numérisation était imparfaite. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Mais à l'époque, ça a pu conduire à des arrachages préventifs. Idem sur les documents d'urbanisme, où quand on entend qu'il y a un classement des haies, souvent c'est vu comme une mise sous cloche de la haie. Et donc, par les inventaires de haies classées ou par les espaces boisés classés, ça fait peur et ça conduit parfois à des arrachages préventifs. Ça reste mineur et ça n'explique pas la disparition drastique que l'on a aujourd'hui. Donc, j'ai encore creusé pour aller chercher une troisième cause à ce déclin des haies. La troisième cause que j'ai pu voir, ce sont les aménagements fonciers qui ont lieu actuellement. Par aménagement foncier, j'entends d'une part la spécialisation du monde agricole. Donc, on a un développement des cultures céréalières et fourragères qui se fait au détriment de l'élevage et des prairies, qui va modifier la composition du paysage. On va avoir des plus grandes surfaces cultivées. Et d'un autre côté, on va avoir un phénomène de concentration. Donc, d'une part, un morcellement parcellaire. On a des exploitations avec des parcelles qui sont euh, espacées dans l'espace. On va avoir des parcelles qui sont à 2-3 km de l'exploitation. Et puis, une augmentation également de la taille des exploitations. Avec les départs en retraite, je vous l'expliquerai juste après, on va avoir des exploitations qui vont reprendre les plus petites qui sont autour et puis s'agrandir. Ça modifie la structure du paysage. Et ce que Thibaut Preux a montré notamment dans sa thèse, c'est que 44% du linéaire total qui est arasé entre 2003 et 2016, donc c'est pratiquement la moitié du linéaire, se situe en position mitoyenne d'au moins deux parcelles qui sont regroupées. Donc pour regrouper deux parcelles, on supprime la haie qui est entre les deux et ça permet d'avoir une surface pleine.
Attention toutefois, ce phénomène, il est hétérogène. Il y a certains, espaces et je pense notamment, là, au contexte de la Manche, pour la Normandie, où on a toujours plein de petites parcelles de moins de 1 hectare, qui sont, les unes à côté des autres. Voilà, c'est un phénomène qui n'est pas du tout, le même en fonction des territoires dans lesquels vous vous trouvez. Alors, si on continue un petit peu plus sur le vieillissement agricole, j'en ai parlé, hein, ça pourrait accélérer cette concentration des exploitations. Beaucoup de départs en retraite, donc beaucoup de rachats de fermes, et donc des fermes de plus en plus grandes, ce qui alourdit la charge de travail de l'exploitant qui est sur cette ferme. Et il y a aussi cet abandon des pratiques traditionnelles d'élevage où, on va faire pâturer, ses vaches à l'année, à l'extérieur. On a, de plus en plus, des bâtiments d'élevage qui s'installent. Notamment un agriculteur qui m'a fait part de ça, lors de mes entretiens, où il disait que, les haies étaient passées au second plan. C'était plus la priorité puisque les vaches avaient tendance à être dans les bâtiments. La haie, qui fait office de protection aussi pour les animaux, elle n'était plus utile. Cet alourdissement de la charge de travail, ça peut conduire certains agriculteurs à délaisser les haies ou bien à les entretenir drastiquement, puisque pas le temps, je fais une taille radicale et puis comme ça, j'y repasse pas. Et ça, on le verra, c'est délétère pour les haies également. Vous avez le petit graphique de la répartition des agriculteurs, hein. En 1982, donc dans les années 80, on était à 1 000 pardon, 600 000 agriculteurs. Actuellement, on est plus à 400 000, donc on a drastiquement, divisé la répartition des agriculteurs, hein, dans la population, d'actifs et ces personnes-là sont de plus en plus âgées, avec une belle proportion de 50 ans et plus, dans les effectifs agricoles. Donc beaucoup de départs à la retraite à venir et donc un changement du paysage agricole qui va être inévitable. Alors, je vous l'ai dit, les pratiques de gestion, sont la cause principale et donc c'est là où j'en suis arrivée à la fin de ce stage, hein. Les pratiques de gestion sont la cause principale de la disparition du linéaire français. On estime que 80 de ce linéaire-là est dépérissant ou dégradé, soit par une absence d'exploitation ou par un surentretien, comme je vous l'ai expliqué, on taille trop drastiquement la haie, donc ça la fait mourir, ou bien par des pratiques culturelles inadaptées, par exemple, des traitements chimiques qui vont être mis sur la haie bien trop près et donc être délétères pour les végétaux, ou bien un labour qui va être fait trop près également de la haie et qui va pouvoir avoir un impact sur les racines de celle-ci. Alors ça, c'est un processus qui est très lent. On ne tue pas un végétal en le taillant en 2-3 ans, hein, ça prend du temps et c'est presque imperceptible à l'échelle d'une vie humaine et c'est la raison pour laquelle on n'y pense pas toujours en premier. Sur ces images-là, vous avez donc, des haies qui ont été, sur la première, vous avez une haie dépérissante, qui a été surentretenue, à mon avis, pendant de très nombreuses années et qui aujourd'hui, bah, voilà, se détériore et puis tombe en lambeaux et puis cette haie-là, elle finira par, complètement disparaître. C'est pas considéré comme un arrachage, pour autant la haie, elle disparaît. Et puis vous avez, sur, la seconde photo, 2 images. Donc N0, on voit une haie qui est drastiquement taillée, là encore, qui ne ressemble plus à rien et puis 2 ans, après, la haie a disparu. Alors, l'arrachage des haies est autorisé, hein, et ces arrachages qui sont illégaux, c'est vraiment une part infime, de la raison de la disparition des haies. Vraiment, le principal, c'est, ce caractère dépérissant ou dégradé, des haies qu'on observe aujourd'hui. Pourtant, voilà, la haie, elle rend de nombreux services, ce qu'on va appeler les services écosystémiques ou fonctions écologiques. Alors, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'une fonction écologique? Qu'est-ce qu'un service écosystémique? La fonction écologique, c'est un procédé autonome qui se déroule indépendamment de nous. Le végétal, il va croître, pardon, il n'a pas besoin de nous pour ça. Et le service écosystémique, ça va être le bénéfice que nous, humains, nous tirons de cette fonction écologique. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu plus tout ça. Donc on a la haie, qui est une structure, physique vivante qui va, grandir via la photosynthèse et produire du bois vivant. Sa fonction écologique, c'est la production biologique de bois. Elle grandit, elle produit du bois. Jusque-là, on n'intervient pas, ça reste une fonction. Ça devient un service potentiel puisqu'on a du bois disponible, pour nous et ce service devient effectif lorsqu'on récolte le bois. Le bénéfice, ça va donc être, la production de bois d'œuvre, la production de bois énergie, la production de paillage. On peut faire, tout un tas de choses du bois des haies et on calcule cette valeur économique vis-à-vis du prix d'achat ou du prix de vente, qu'a le bois.
Alors là, elle rend un ensemble de fonctions écologiques, variées. On a d'abord les fonctions environnementales, donc par exemple le maintien de la biodiversité animale et végétale. Les haies sont des corridors, pour les espèces, par exemple. On a aussi tout ce qui est la fonction de régulation hydrique, à la fois en quantité d'eau et en qualité d'eau, ce qui va induire aussi un effet de conservation des sols. Ici, vous avez une image de ruissellement érosif. Donc, l'eau coule sur la parcelle, entraîne avec elle tout un tas de sédiments, donc de terre, qui va être déversé plus en aval. Donc ça peut créer des dégâts. Donc planter une haie, ça peut aussi être intéressant d'un point de vue des collectivités vis-à-vis de la gestion des inondations, mais aussi pour l'agriculteur hein, qui, via ces ruissellements érosifs, perd de la matière de sol, et la matière de sol, c'est son outil de travail. On va aussi avoir tout ce qui est régulation microclimatique. La haie capte du CO2, a un effet brise-vent, mais aussi produit de l'ombrage. On en reparlera juste après dans la slide suivante, mais je vous ai déjà mis ici un projet, donc projet Climaco, qui a été fait en 2023 et qui montre le stress thermique des bovins. Donc un bovin est en stress thermique à partir de 22 degrés à peu près. Et donc là, vous avez deux situations, une situation avec un pré où il y a des haies, et puis une situation de plein champ. Et on voit bien que la situation de plein champ augmente le risque de stress thermique sur les bovins. La haie, elle a aussi des fonctions économiques et productives. D'abord, elle permet de produire du bois, alors que ce soit du bois bûche pour les particuliers par exemple, du bois plaquette pour faire des énergies pour les collectivités. Encore une fois, c'est un exemple. On a aussi la production de fourrage pour les bovins, mais pour les caprins également, pour l'ensemble des animaux. Par exemple, quand on est en période de sécheresse intense, on peut complémenter les animaux avec de la haie. On a aussi tout ce qui est protection des cultures, du bétail et aussi des bâtiments. Hein, je vous l'ai dit, une vache est en stress thermique à partir de 22 degrés et une vache en stress, c'est une vache qui produit moins de lait. Avoir des haies en tour de parcelle qui permettent d'améliorer le confort thermique du bétail, ça permet aussi d'avoir une meilleure production économique derrière. Et puis on a tout ce qui est auxiliaire de culture. Là, ça fait partie donc de toute la biodiversité que va abriter la haie. Et là, on voit, parmi, cette étude qui a été faite par la Chambre d'agriculture de Bretagne, la haie, c'est, 84 de bioagresseurs des cultures en moins sur la parcelle adjacente. Très intéressant, quand on a, des végétaux qui sont sensibles à ces bioagresseurs-là. Et puis, enfin, la haie, elle a des fonctions aussi paysagères et culturelles, en termes de paysage et de cadre de vie. Ici, vous avez d'une part, un petit spot publicitaire du parc, Normandie-Maine, le bocage naît de la forêt, qui montre, voilà, l'identité du territoire du parc, en partant de cette notion de bocage. Vous avez aussi cette publicité, touristique, de la région Normandie sur le Marais Vernier, qui ressemble fortement à l'Écosse et on voit bien que là, les haies sont également mises en valeur dans ce territoire. C'est aussi support de loisirs. Parmi vous, il y a des chasseurs, qui pourront peut-être, faire part de leur expérience, hein, mais voilà, la haie abritant, les espèces et permettant un flux, permet aussi ce loisir-là. Il y a tout ce qui est randonnée, VTT, vous vous promenez sur une voie verte, qui est, ceinturée, de haies, c'est bien plus agréable en été que d'être en plein soleil. Et puis, on a aussi tout ce qui est, patrimonialité, hein, identité historique, propre, à chacun de notre territoire. Ici, pareil, une photo, de la Normandie. Alors ces fonctions, elles sont hétérogènes. Elles sont pas les mêmes partout. Les haies ne produisent pas la même qualité et la même quantité de fonctions et donc de services écosystémiques. D'une part, du fait des facteurs spatiaux, on n'a pas la même pédologie, la même climatologie, la même position sur le versant. Si on a une haie qui est parallèle ou perpendiculaire à la pente, on va avoir une retenue d'eau qui va être totalement différente. On a aussi tout ce qui est caractéristiques structurelles, la connectivité des haies entre elles. Si j'ai une haie en plein milieu d'une plaine, elle aura moins sa fonction de corridor écologique, de route à biodiversité, si on peut l'appeler autrement, qu'une structure, une connectivité importante avec un maillage de haies assez fin. On a aussi tout ce qui est facteur temporel qui va rentrer en jeu, les pratiques de gestion, vous l'avez vu, la façon dont on traite la haie
va avoir un impact sur sa vitalité et donc sur sa capacité à remplir ses services écosystémiques. On va avoir aussi tout ce qui est conditions climatiques, hein. Si on a une année de sécheresse, par exemple intense, ça peut abîmer le végétal. Et puis on va avoir tout ce qui est développement de la haie, la façon dont elle croît. On a des régions, notamment dans le sud de la France, où la croissance des arbres se fait plus lentement que chez nous, dans le nord. Et puis on va aussi avoir l'âge de la haie qui va rentrer en jeu. Et justement, je voulais faire un petit point là-dessus. Le Muséum national d'histoire naturelle, dit dans son article: «Planter une nouvelle haie ne compense pas la destruction d'une ancienne». Alors il faut planter de nouvelles haies quand on en détruit une, hein, mais en termes de services écosystémiques, ça va pas être la même quantité, la même qualité qui va être rendue. Ici, d'un point de vue biodiversité, on voit les haies qui sont récentes, abritent des espèces dites généralistes, un moineau domestique par exemple. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on va avoir des espèces spécialistes de la haie. Et là, notamment, je pense au pic-prune, qui est le scarabée, que vous voyez là, qui est une espèce protégée. Donc évidemment, si on coupe une haie ancienne, toutes ces espèces spécialistes-là ne se retrouveront pas dans la haie récente. Idem, par exemple, d'un point de vue du service, de qualité et de quantité d'eau retenue, ça dépend du système racinaire de la plante. Si on a une petite plante avec un petit système racinaire, ça va pas remplir la même quantité de fonctions qu'une haie ancienne avec un système racinaire bien implanté. Alors, je vais essayer d'être courte pour cette synthèse. Le bocage normand est-il en péril? C'est la question que je vous ai posée au tout départ. Si on regarde tout ce que je vous ai dit jusqu'alors, depuis 1950, c'est 70 des haies qui ont disparu de notre territoire français. On a des pressions agricoles, de recomposition foncière, d'intensification de mécanisation qui persistent. Mais malgré tout, on a une reconnaissance des rôles écologiques, économiques et culturels des haies par l'ensemble de la société, et j'ai envie de dire les agriculteurs les premiers. Et puis on a aussi tout ce millefeuille réglementaire et de multiplication de dispositifs qui viennent contrebalancer tout ça. Alors, je suis un peu mitigée sur cette question-là, hein. Le bocage normand, pour moi, est en péril si on continue, à persister. Si on persiste dans ce qu'on est actuellement en train de faire, il y a des choses qu'il va falloir, peut-être, réaxer, des choses à repenser, et ça va être l'objet du second webinaire. Puisque toute cette première partie m'a posé encore plus de questions, c'était censé y répondre, mais finalement, il y a plus d'interrogations qui sont apparues à ce moment-là. Les politiques en faveur de la haie qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles sont suffisantes? Vis-à-vis de tout ça, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que c'est un pansement sur une plaie ouverte, finalement? Ou est-ce que ça traduit réellement une volonté politique, intense de sauvegarde de ce patrimoine? Est-ce qu'il faut repenser notre modèle agricole ou est-ce qu'il faut au contraire s'y adapter? Est-ce qu'il faut que la haie s'adapte à l'exploitation ou que l'exploitation fasse en sorte de vivre avec la haie? Ça, c'est également une question, et un choix politique. Est-ce qu'on peut espérer une gestion durable sans réappropriation, à la fois par les habitants, par les élus, par les agriculteurs? On voit aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui sont faites. Par exemple, les coupes de recépage, j'en ai pas parlé là, mais ça fait partie de la gestion durable, hein. Quand on vient couper un arbre, au ras du sol, souvent c'est vu par certains des habitants comme une destruction de la haie. Or, cette technique, si elle est faite correctement, permet la régénération de la haie. Donc voilà, encore une fois, il va falloir travailler aussi sur l'aspect social. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Ça, je vous l'expliquerai, en second webinaire. Et puis surtout, comment faire de la haie un atout économique et non une charge? Parce que c'est ça qui ressort, en premier lieu, c'est que la haie, elle est aujourd'hui, une charge, un coût financier, mais aussi un coût en termes de temps passé à son entretien. Comment faire justement, pour que cette haie, soit plutôt quelque chose qui rapporte et non qui coûte? Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire au second webinaire si ce n'est fait et puis, sinon, ben, on se retrouvera, au second webinaire. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, Marine, si vous avez pu répondre à tout? Alors, merci beaucoup Louisa pour l'ensemble de cette présentation. Donc, il y a eu quelques questions auxquelles on a pu répondre et d'autres où je vais te laisser prendre la parole. On a notamment Enora Cadet qui pose la question, est-ce que lors de vos entretiens, le sujet de la valorisation économique a été évoqué comme un levier pour préserver l'existant, voire pour encourager la plantation de nouvelles haies? Alors oui
Effectivement, ça a été un gros sujet et ça a été évoqué comme étant un levier et ça, on en parlera. Je fais un teasing, je réponds pas tout à fait, mais on en parlera en second webinaire. Justement, cette question de la valorisation est un levier, pour la préservation et la plantation des haies. Merci beaucoup Louisa. On avait également donc la question de Benjamin Drouet du Parc naturel régional Normandie-Maine, sur la considération de la destruction des haies. Et donc en effet, comme tu l'as bien amené, tout au long de cette présentation, aujourd'hui, en Normandie en tout cas, la destruction de haies, égale l'arrachage, et non le surentretien que l'on peut constater. J'en profite pour, rappeler justement que sur l'ensemble de la Normandie et bientôt sur l'ensemble du territoire, national, il y aura des guichets uniques. Donc, en l'occurrence, en Normandie, il existe déjà le guichet unique dédié aux haies, donc avec les services de l'État que sont les DDTM et puis la DREAL Normandie, où pour tout un chacun, donc particuliers, collectivités et agriculteurs, pourvu que l'on soit en zone naturelle ou agricole, dès qu'il y a une suppression d'arbres ou de haies, il est nécessaire de le déclarer sur ce guichet unique pour que ensuite tous ces services, avec l'Office français de la biodiversité, etc., puissent se concerter et faire, comme son nom l'indique, un retour, une réponse unique à l'agriculteur pour connaître, en l'occurrence, la compensation qu'il sera nécessaire d'appliquer du fait de ce déplacement ou arrachage de haies. Donc j'en profitais pour faire cette précision-là. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le module dédié. Quoi qu'il en soit, on reste à disposition, Louisa et moi-même pour répondre à vos questions. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire, donc qui aura lieu la semaine prochaine, mercredi, à la même heure, et qui sera la suite de ce premier webinaire. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. On espère vous retrouver la semaine prochaine. On a quasiment 150 inscrits, je crois, la semaine prochaine, Louisa. Tout Donc, à ça fait. témoigne bien de l'intérêt pour la thématique sur la région. Donc, merci encore à tous. Et puis, à très vite. Et bien sûr, ce webinaire sera diffusé en replay dans les semaines à venir. Merci à tous. Merci Passez une belle beaucoup. journée. Je pense qu'il y a pas plus de questions, Marine. On va pouvoir, fermer cette réunion. Ah, si, peut-être.